ben moi, je me présente, donc je suis Marine Logier, je suis directrice générale adjointe d'Alteriade et j'ai le plaisir d'animer cet atelier avec Léa, que je laisse se présenter, et Maïlis également. Bonjour à tous, donc je suis Léa Orange-Taillefer, je suis directrice de clientèle chez Alteriade et donc je pilote aux côtés de Marine et de Maëlys la campagne CEF pour le denier et aussi plusieurs diocèses chez Alteriade depuis plusieurs années. Petit point d'importance, l'atelier est enregistré. La CEF pourra donc la mettre à disposition de tous les diocèses pour que vous ayez le replay, vous aurez aussi le diaporama bien sûr. Quelques petites règles qu'on se donne pour limiter les perturbations pendant cet atelier, si vous êtes d'accord. L'idée, c'est de limiter toutes nos perturbations respectives, téléphone et boîte mail notamment, de bien couper vos micros pendant la durée de l'intervention, parce que parfois, il y a des interférences qui se produisent. Si vous le pouvez, merci beaucoup d'activer vos caméras, comme ça, c'est plus sympa. Si vous avez des questions, bien sûr, pendant l'intervention, on vous propose de les poser dans le chat et c'est Maëlys ou Léa et moi qui y répondront. Et puis, bien sûr, on est bien conscient que tout le monde n'a pas le même degré de connaissance sur le digital. Donc, l'idée, c'est peut-être d'avoir un temps d'atelier qui soit assez généraliste, mais il y aura vraiment une session questions-réponses avec du temps accordé à ce moment-là. Donc vous pouvez vraiment utiliser ce temps pour poser toutes vos questions, partager vos remarques et vos bonnes pratiques également. Et peut-être pour qu'on voit qui veut participer, vous pouvez utiliser la fonction lever la main sur la visio. Voilà. Voilà que pour les quelques petites règles introductives. Et puis si vous êtes d'accord, eh ben, on va passer tout de suite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'objectif de cet atelier, c'est vraiment de s'approprier les outils qui sont très spécifiques au canal digital et dans l'objectif final, bien sûr, de renforcer votre collecte de fonds au service du denier de l'Église. Aujourd'hui, on a préparé cet atelier en trois grands temps. Alors, d'abord un temps d'introduction, bien sûr. On va se rappeler des grands indicateurs, comment l'Église elle se positionne, par exemple, sur sa collecte en ligne par rapport au marché de la collecte de dons. Se rappeler aussi le parcours type d'un donateur en ligne pour mieux l'exploiter et l'explorer ensuite, avec une première étape qui sera comment créer ou enrichir sa base de contacts email. Une deuxième étape, exploiter le potentiel des réseaux sociaux pour créer de la conversation, pour créer de la relation avec vos donateurs. Et troisième étape, comment on peut transformer ces contacts en donateurs au denier. On vous proposera aussi un petit temps d'analyse, en tout cas de se partager les indicateurs clés sur des indicateurs de performance sur le canal digital. Ils sont un peu spécifiques. On a vu lors de nos précédents ateliers quels étaient les grands indicateurs pour le postal. On fera de même pour le digital. Et puis, comme je vous le disais, vraiment ce temps de questions-réponses qui nous semble très important et auquel on vous invite vivement à participer pour qu'on puisse bien répondre à toutes vos questions et puis aussi comme je disais en introduction, hein, qu'on se partage bien les différentes bonnes pratiques si vous le souhaitez. Premier temps d'introduction, c'est quelques éléments de contexte. Ça nous semblait important de les partager avec vous, puisque vous le savez, le digital progresse très très significativement. Bah, déjà dans nos vies de tous les jours, on l'utilise de plus en plus, et ça c'est exactement la même chose dans la collecte de dons. On constate que les dons en ligne progressent de manière très significative année après année. Euh, le grand moment du digital, le grand moment de basculement, ça a été le confinement, où on a constaté une très forte accélération des dons en ligne, de manière très logique, hein, bien sûr. Donc depuis 2019, la part des dons en ligne, elle est passée de 20% à 30% en 2023. Donc ça, c'est vraiment les chiffres du secteur qui nous sont transmis par France Générosité. Donc ça englobe un grand nombre d'associations hors Église, hein, pas uniquement l'Église en tout cas. Et donc, ces dons en ligne, de plus en plus nombreux, ben, ils reflètent effectivement notre manière d'utiliser le canal digital et aussi la professionnalisation des organisations qui, de plus en plus, vont solliciter leurs donateurs sur le canal digital et notamment les plus jeunes. Même si la progression, il faut en être bien conscient, concerne toutes les tranches d'âge, sauf les plus de 75 ans qui ont un usage un peu moins fort du canal digital, même si on sait qu'il y a quand même un certain nombre de seniors qui utilisent Internet. Donc,
70% des dons restent faits sur le canal offline, hein, donc courrier, téléphone, mais le canal digital, c'est pas un tout, mais il doit de plus en plus être intégré dans nos stratégies de collecte pour espérer parler à tout le monde et aller convaincre tout le monde dans ses habitudes de consommation, donc rejoindre tout le monde dans son habitude de consommation. Si on se concentre sur le denier, la part des dons au denier, elle suit la même progression, hein. Dans des moindres mesures, mais en 2023, ce sont des chiffres qui nous ont été transmis par la CEF. euh, les dons en ligne représentaient 18% de la collecte annuelle. Et la part des donateurs, donc on fait bien la distinction entre les dons, qui sont les sommes collectées, et le nombre d'utilisateurs, le nombre de donateurs qui vont donner en ligne, eh bien, il s'élevait à 17%. C'est à noter aussi, et ça, c'est des chiffres qui sont très communs dans l'Église et hors de l'Église. Le don moyen est plus élevé sur le canal digital que le don par chèque, donc avec des dons significativement plus élevés effectivement sur Internet. Le parcours des donateurs, on s'est permis de vous le rappeler parce on le symbolise souvent comme un entonnoir. Et ça nous semble important de prendre ce temps de se redire un peu les grandes étapes de ce parcours donateur. Vous allez voir, c'est comme ça qu'on a construit cet atelier, étape après étape. Et donc, je vais vous montrer un peu comment cet entonnoir comment on peut travailler à tous les niveaux de cet entonnoir avec Léa cet après-midi. Euh, donc, quand on parle de stratégie en entonnoir, on a le haut de l'entonnoir. Donc, l'idée de ce premier niveau de l'entonnoir, c'est d'aller capter des contacts email et donc d'interagir tout en haut de ma pyramide, de mon entonnoir, et d'aller solliciter l'intérêt de personnes que je n'ai pas encore dans ma base de données email. Ça va être la première étape du tunnel. La deuxième étape, c'est qu'une fois que j'aurai capté l'attention de ces personnes, que j'aurai intégré leur adresse email, il va falloir que je puisse créer de la relation, sensibiliser les personnes, créer du lien. Pour, dans un troisième temps, solliciter de leur part un don en ligne. Donc, c'est un parcours de don qui est un petit peu différent de ce qu'on fait sur le canal postal, pour le coup. On en a parlé lors des derniers ateliers, vous le savez, quand on cherche à recruter des donateurs sur le canal postal, donc avec des dons par chèque, par exemple, on va louer ou échanger des fichiers de personnes qui sont en proximité avec l'Église, ou on suppose en tout cas qu'ils partagent les mêmes valeurs que les nôtres. Euh, sur Internet, c'est très différent puisqu'on n'a pas ces bases fichiers, ou en tout cas on en a quelques-unes, mais pour avoir fait des tests, ça ne fonctionne pas. Donc on va plutôt aller capter des adresses email et sensibiliser les personnes qui pourraient devenir donatrices dans les diocèses en s'intéressant notamment à leurs habitudes de consommation. Mais je vais laisser Léa vous expliquer et rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur comment je peux aller capter des adresses email pour amorcer le haut de ma pyramide, le haut de mon entonnoir. Voilà, tout à fait. Donc, on commence par le démarrage. Donc, pourquoi, on vous le rappelle, c'est important d'avoir de plus en plus d'adresses email au sein de votre base de données, parce que mécaniquement, ça va faire augmenter votre collecte de dons en ligne. Vous avez là un petit graphique qui explicite bien comment la croissance de la base de données en nombre d'emails, donc le nombre d'emails là sur le graphique, c'est les barres bleu marine, est corrélée avec l'augmentation de la collecte en ligne. On voit par exemple sur ce graphique, qui est justement une association du secteur confessionnel que nous avons pu accompagner chez Altariad et anonymiser, mais ça reflète bien ce qui peut se passer sur une base. À partir, par exemple, là, de 2022, il y a eu un peu un boom sur le nombre d'adresses email au sein de la base de données. Donc, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément toutes donatrices, mais pour certains, pour certaines, oui. Et on voit donc la croissance importante d'un coup de la collecte en ligne également. Donc, il y a vraiment une corrélation entre ces deux indicateurs. On va voir ensuite comment on va pouvoir augmenter ces adresses email, puisque du coup, ensuite, il y aura tout un travail à faire pour les faire devenir donateurs. Alors, il y a plusieurs sources pour pouvoir augmenter vos adresses email au sein de votre base de données. Donc, la première manière, ça va être via une pré-home sur votre site internet. On reviendra ensuite sur chacun des exemples que je cite là, de manière à vous donner des illustrations assez concrètes
La préhome, juste pour faire rapidement, avant de vous montrer une illustration, c'est simplement une petite fenêtre qui s'ouvre lorsqu'on arrive sur votre site internet. Donc là, ça peut être sur le site internet du diocèse surtout, ou sur le site internet de la paroisse, et on va solliciter l'adresse email du visiteur, de l'internaute, sous un prétexte ou une autre, on va y revenir. Ensuite, deuxième possibilité, ça peut être de mettre en avant l'inscription à la newsletter électronique du diocèse. Donc, beaucoup de diocèses ont une newsletter qui donne les actualités sur, par exemple, tous les mois, ça peut être. Et du coup, on va promouvoir cette newsletter. Comme ça, les personnes qui sont déjà intéressées par l'actualité du diocèse vont pouvoir s'y inscrire. Et typiquement, ce sont des personnes qui sont du coup plus à même de devenir donatrices, vu qu'elles s'intéressent particulièrement à l'actualité de l'Église dans le département. Un autre moyen de recueillir des adresses email, ça va être la captation au sein des paroisses. Alors ça, on vous montrera un petit peu et on avait pu l'évoquer pour les personnes qui étaient présentes à l'atelier sur les fichiers adresses. En fait, lorsque vous allez avoir, par exemple, je donne l'exemple de parents qui s'inscrivent au catéchisme, pardon, qui inscrivent leur enfant au caté. Les parents vont remplir bien sûr un formulaire d'inscription et vous allez leur faire remplir une fiche sur laquelle ils vont accepter de recevoir les actualités du diocèse. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation de leur part d'accepter, mais en tout cas, vous pouvez leur proposer. Et dans ce cas-là, ils rempliront leur adresse email, par exemple. Ils pourront aussi inscrire leur adresse postale. Et ils auront toutes les mentions RGPD, ça je vous le montrerai à ce moment-là, pour que vous puissiez utiliser à bon escient leur adresse email et ou leur adresse postale. Ça viendra juste après. Ensuite, pour avoir des adresses email au sein de votre base, donc là, ça va être plus vis-à-vis des personnes qui sont déjà donatrices, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de l'enrichissement. Donc ça, c'est plutôt des prestataires extérieurs qui s'occupent de faire ça. On en a parlé là aussi lors de l'atelier sur les fichiers donateurs, mais il y a des prestataires en France qui en fait prennent votre base de données postales et croisent avec d'autres bases qu'ils ont par ailleurs et pour pouvoir retrouver les adresses mail des personnes que vous avez déjà dans votre base d'adresses postales. Ensuite, il y a un système qui permet de valider l'accord des donateurs pour, par exemple, recevoir vos actualités par email, vos appels à dons par email. Voilà. Et pour terminer, une source également de captation d'adresses email, ça va être de créer des opérations en ligne vraiment qui sont dédiées à cet objectif. Donc, on va en voir des exemples, mais ce sont vraiment des opérations qui sont différentes des opérations de collecte. Là, on cherche à recueillir des adresses email uniquement, pour bien sûr plus tard les faire devenir donateurs, mais en tout cas, dans un premier temps, on parle vraiment d'adresse email et pas de dons. Donc, revenons sur ces différents exemples avec des illustrations très concrètes. Là, vous voyez, on parlait de préhome tout à l'heure, donc cette fenêtre qui s'ouvre sur votre site internet. Donc là, vous avez par exemple à gauche justement une préhome consacrée à l'inscription à la newsletter. Donc là, on a pendant un temps donné, on va avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir sur le diocèse. Vous pouvez par exemple décider pendant un mois de mettre ça en avant lorsqu'il n'y a pas d'autres actualités au sein de votre diocèse. Et comme ça, les visiteurs de votre site ont la possibilité de s'inscrire. Ils cochent une petite case, vous voyez, marqué «J'accepte de recevoir des actualités, là c'est des informations sur la vie, ainsi que sur les moyens de la soutenir, de soutenir l'Église». Donc du coup, là, vous pouvez recueillir leur adresse et c'est complètement conforme au RGPD puisque vous avez l'accord de la personne concernée. Sur la droite, c'est similaire, c'est une autre structure, c'est la communauté des béatitudes, mais c'est le même principe, une préhome où on propose aux personnes d'indiquer leur adresse email pour recevoir les actualités de l'association. Ça, c'est un moyen assez efficace pour compléter les propos de Léa, puisqu'on suppose que les personnes qui se rendent sur le site internet du diocèse ou de la paroisse sont déjà très intéressées par ce que le diocèse ou la paroisse a à dire. Et donc, on vient leur proposer un service qui est intéressant pour eux et qui s'adresse pas au grand public. On va vraiment cibler ce qu'on appelle sur les sites internet l'audience naturelle, donc des gens qui sont déjà a priori en proximité forte avec le diocèse. Et petite précision, ces outils qui peuvent être parfois un petit peu agaçants pour les gens qui naviguent fréquemment sur les sites internet, on peut tout à fait régler leur affichage. Par exemple, on peut décider qu'elle ne s'affiche que 2 fois en fonction de chaque internaute. Et donc tous les internautes
Si, par exemple, vous-même au diocèse, vous allez tous les jours sur le site internet, vous la verrez pas tous les jours. On aura réglé cette préom pour que vous ne la voyez que 2 fois et ensuite vous ne la verrez plus jamais. Donc, c'est des outils qui sont assez adaptables et qui permettent de capter de manière très très peu onéreuse, hein, au fil de l'année, sur des moments très calmes, où il n'y a pas beaucoup d'actualité, de nouvelles adresses email de personnes en proximité. Un autre moyen, donc je vous le disais, de recueillir des données de personnes au sein de vos paroisses, au sein de votre diocèse, là, donc c'est un formulaire d'autorisation d'utilisation des données personnelles. Donc là, c'était l'exemple que je vous avais donné, hein, par exemple, de parents qui inscrivent leur enfant au caté, ça peut être plein d'autres circonstances, mais typiquement, c'est le genre de choses qu'on va proposer aux personnes qui sollicitent les services d'église pour le baptême, pour la profession de foi, etc. Et on va leur proposer cette fiche. Donc, ils indiquent bien toutes leurs coordonnées. Donc, au choix, il y a certaines personnes qui ne mettront peut-être pas leur email ou qui ne mettront peut-être pas leur adresse postale. Et c'est surtout important parce que vous voyez, il y a vraiment toutes les mentions en lien avec le RGPD, que ce soit la finalité des données, à quoi elles vont servir, le responsable de traitement, ce qu'on dit, c'est la personne qui est responsable de ces données, la durée de conservation, donc ça, ce sont des mentions légales hein, qui sont précisées dans le cadre du RGPD. Ce sujet du règlement général de protection des données, hein, qui est un règlement européen, on l'a évoqué plus en détail au moment de l'atelier sur les fichiers adressés. Vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à cet atelier, il est disponible en replay sur le SharePoint de la campagne nationale CF. Sur ce formulaire, vous avez ensuite le destinataire des données. Donc, par exemple, du coup, si la personne elle donne ce formulaire à son contact en paroisse, il faut qu'elle soit au courant que ces données vont être partagées à d'autres personnes. Donc là, ça va être l'économa, par exemple, typiquement pour les appels à dons, la personne qui s'occupe des legs, dans cet exemple, les responsables pastoraux ou le curé de la paroisse. Et ensuite, il y a différentes mentions légales qui notamment indiquent que la personne a la possibilité de refuser l'exploitation de ces données, de l'arrêter, de modifier ses souhaits. C'est toujours l'utilisateur, le consommateur qui est maître de l'utilisation de ces données et peut s'y opposer à tout moment. Autre moyen pour du coup collecter des données au sein de votre diocèse, ça va être de déployer une opération qui est dédiée à cet objectif-là. Donc, on vous a mis, vous allez voir là plusieurs exemples d'opérations qui sont vraiment spécifiquement liées à ce qu'on appelle la captation d'adresse email. Donc là, vous avez par exemple un exemple de la société Saint-Vincent de Paul. Il s'agissait de indiquer son adresse email pour pouvoir envoyer une carte au sein des centres d'action départementaux, ce qu'on appelle les conférences, euh, au profit donc des bénéficiaires des actions de la société Saint-Vincent de Paul. Après, voilà, je ne rentre pas dans le détail de cette opération en particulier. Il y a plein de systèmes qui existent pour pouvoir recueillir des, des adresses email. Un autre exemple qui là parlera peut-être un petit peu plus à vos diocèses, à vos paroisses, c'est une opération qu'on a pu faire au moment de la Pentecôte l'année dernière, où en fait on proposait un parcours de Pentecôte. Les internautes pouvaient s'inscrire, laisser leur adresse mail et ensuite ils recevaient pendant une semaine des informations, voilà, un parcours spirituel autour de la Pentecôte. Mais du coup, bien évidemment, l'objectif derrière était pour le diocèse de recueillir des adresses email qu'il allait ensuite pouvoir solliciter pour collecter un don plus tard dans l'année. Donc là, qu'est-ce qu'on retient sur ces différentes opérations? C'est qu'il faut pouvoir offrir un service, offrir quelque chose en échange de l'adresse email. En fait, c'est vrai que pendant plusieurs années, euh, et au début un peu de l'Internet grand public, les internautes laissaient leur adresse mail assez facilement. Il n'y avait pas vraiment de règles, déjà le RGPD n'existait pas encore, et du coup, il était assez facile de recueillir des adresses email. Ceci dit, on en recueillait beaucoup, mais c'était pas forcément des adresses email très qualitatives. Et puis, petit à petit, quand même, les internautes, et c'est valable pour l'ensemble du monde de la consommation en général, sont devenus de plus en plus au courant de ce qu'allait être fait de leurs adresses email. Ils le donnent beaucoup moins facilement qu'avant, mais c'est pour le mieux puisque du coup, on est forcé de fournir quelque chose de qualitatif. Ça veut dire que lorsque vous allez vouloir prendre l'adresse email de l'internaute, en échange, il va falloir proposer quelque chose. Là, typiquement, il a son adresse email, mais il va recevoir de quoi suivre un parcours spirituel pendant la Pentecôte. Sur l'image précédente, vous avez vu avec la société Saint-Vincent de Paul, il a la possibilité d'envoyer une carte aux bénéficiaires
des actions de la société Saint-Vincent de Paul. Donc, ce sont des choses où lui, il a une action à jouer et surtout, il reçoit quelque chose en échange. Il y a une sorte d'échange qui se fait entre l'association et l'internaute. Donc voilà. Donc, on vous préconise vraiment d'aller plutôt sur ce genre d'opération. Je vous dis ça parce que parfois, vous allez voir, c'est de moins en moins vrai, mais il y a parfois des opérations qui sont un peu vides de sens, typiquement de faire signer une pétition sur des organisations qui n'ont pas forcément grand-chose à revendiquer. Vous savez, des petits quiz ou ça. Ça, c'est des choses qu'on a pu faire il y a quelques années, mais aujourd'hui, ça fonctionne vraiment de moins en moins parce que du coup, on va avoir des adresses mail qui ne vont pas forcément être très qualitatives. Je dis pas que la pétition, le quiz ne sont jamais qualitatifs, mais il faut aller sur des propositions quand même, qui sont quand même utiles pour l'internaute. Voilà, il faut, par exemple, si vous faites un quiz, il faut vraiment que la personne ait l'impression qu'elle apprend des choses, pas que c'est simplement une astuce marketing. Voilà. Donc, du coup, C'est comme je d'autant vous plus disais, important, pardon Léa, que non, non, vous servez aussi la notoriété de votre diocèse en faisant ce genre, la notoriété, la communication. Ça, c'est vraiment important dans la mesure où vous faites coup double en fait. À la fois, vous récupérez des adresses email, mais aussi vous avez, comme le dit Léa, une vraie proposition de contenu et donc c'est une vraie opération de communication également. exactement. Il faut vraiment que ça s'inscrive aussi dans votre réflexion à long cours sur votre communication en ligne sur l'année, puisque du coup, on va en parler ensuite, mais lorsque vous aurez recueilli ces adresses email, il faut pouvoir en faire quelque chose. Donc, c'est pas simplement, voilà, on fait une petite opération et il se passe plus rien derrière. Voilà pour les exemples d'opérations dédiées à la captation d'adresses email. Un petit focus maintenant sur le RGPD. Je vais parler, comme je le disais, dans l'atelier de fichier adresse, mais c'est utile pour les personnes qui n'y étaient pas, d'avoir les autres informations. Un des points vraiment majeurs au niveau du RGPD, ce règlement européen qui est entré en vigueur en mai 2018, c'est qu'il faut que l'utilisateur donne son accord pour qu'on utilise ses données personnelles, donc que ce soit son adresse postale, mais aussi son adresse email. Donc, elle doit être informée de l'usage qui en sera fait et donner son consentement explicite. Donc, typiquement, là, vous avez sur le côté gauche, alors c'était sur le côté gauche, donc c'est en lien avec l'opération de Pentecôte qu'on vous a montré précédemment. Vous voyez, quand la personne inscrit ses coordonnées, elle doit cocher la case j'accepte de recevoir des communications de la part du diocèse, c'était le diocèse de Paris, et de ma paroisse pour s'inscrire. Donc, il faut vraiment qu'elle coche cette case, sinon vous ne pourrez pas utiliser ces données. Et sur le côté droit, ça c'était plus pour la société Saint-Vincent de Paul, de la même manière, impliquant sur j'envoie, vous acceptez d'être contacté, etc. Donc, ensuite, une fois que vous avez l'accord de la personne, vous avez la possibilité de lui envoyer des actualités ou des appels à date. Il faut être très explicite là-dessus. Alors, on va parler maintenant des réseaux sociaux. Alors, c'est pas exactement le même fonctionnement que lorsque vous captez des adresses email, mais c'est un moyen d'avoir, comment dire, une communauté de personnes qui s'intéressent à vos actions et donc, in fine, qui peuvent devenir donatrices. Donc, il nous a semblé important d'avoir un point sur les réseaux sociaux. Je sais que c'était quelque chose que plusieurs diocèses avaient sollicité, puisque c'est vrai qu'en plus, c'est un secteur qui évolue très vite. Et parfois, on a un peu l'impression qu'on se sent dépassé parce qu'il y a des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent, etc. Et en plus, les réseaux sociaux fonctionnent avec des algorithmes, donc des systèmes opérés par des machines où ça a peu tendance parfois à nous perdre dans le sens où ça évolue très vite. Du jour au lendemain, les règles ne sont plus valables. Mais on va essayer de débroussailler un peu tout ça pour que vous y voyez plus clair. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'il est difficile de se passer des réseaux sociaux puisque 75% de la population française est présente sur les réseaux sociaux. Vous voyez ça, vous avez là les chiffres 2024. Et vous voyez, c'est toujours Facebook qui est en tête. C'est un peu un réseau social où on a l'impression que c'est en perte de vitesse, mais finalement, ça reste quand même le premier réseau social en France. Ensuite, vous avez donc YouTube. Alors, on peut avoir l'impression que YouTube, qui est donc un service de vidéo, n'est pas forcément un réseau social, mais en fait, si, de plus en plus, parce que du coup, sur YouTube, les organisations, les personnalités peuvent créer des vidéos et du coup, elles se créent une communauté de personnes qui s'intéressent à leur contenu. Ces personnes vont interagir dans les commentaires, par exemple. Finalement, YouTube reprend de plus en plus les codes des autres réseaux sociaux. Donc, on peut quand même considérer que c'est un média social à part entière. Ensuite, donc, vous voyez en troisième position, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de chacun puisqu'on y reviendra, mais je vous cite les trois premiers. Troisième position, c'est WhatsApp.
Donc c'est pareil, WhatsApp, initialement, on n'avait pas forcément l'impression que c'était un réseau social dans le sens où ça s'apparentait un peu à un service de messagerie sur téléphone portable. Mais finalement, aujourd'hui, WhatsApp a développé des fonctionnalités de chaîne, c'est-à-dire qu'en fait, là encore, les personnalités ou les organismes peuvent créer des chaînes où elles publient des contenus. Donc, c'est un moyen pour elles aussi hein, d'interagir avec leur communauté. Et du coup, vous, en tant que personne individuelle, vous pouvez vous abonner à ces chaînes pour recevoir le contenu de l'association, de l'organisation, de l'entreprise ou de la personnalité. Et vous avez la possibilité d'interagir la plupart du temps seulement en mettant un petit emoji. Vous n'avez pas forcément la possibilité de vous exprimer par écrit, mais en tout cas, vous pouvez recevoir les contenus de l'association. Donc, c'est vrai que du coup, ça permet aussi pour les organisations de partager un peu des nouvelles avec leur communauté. Ça peut, souvent, on va l'utiliser pour partager des vidéos, des témoignages, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'organisations en France qui sont présentes sur WhatsApp, mais je suis sûre que dans les années à venir, ça va devenir de plus en plus présent parce qu'on voit aujourd'hui quand même les grandes associations françaises s'y mettre. Et il a fort à parier que dans les 2-3 ans à venir, ça va devenir assez incontournable. Voilà. Ensuite, on rentrera peut-être un peu plus en détail, mais vous avez Instagram, les réseaux sociaux qu'on connaît tous. On viendra de toute façon après dans le détail dans chacun d'entre eux. Alors, comment élaborer votre stratégie sociale? Oui, alors parce que il faut vraiment se rendre compte que les réseaux sociaux, c'est un canal de communication à part entière. Hein. C'est pas, faut pas le prendre à la légère. Hein. Vous avez, en tout cas, les responsables communication au sein des diocèses ont un peu une stratégie de contenu éditorial, par exemple, sur comment ils vont informer de leurs actualités sur le site internet, dans les journaux papier, etc. Ben, pour les réseaux sociaux, c'est la même chose. Alors, première chose à faire, c'est choisir sur quel réseau social on va communiquer. En effet, vous avez vu, hein, il y a vraiment une grande quantité de réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Et du coup, il faut éviter quand même de se dire on va être présent sur tous, parce que ça va demander énormément de temps d'animer chacun d'entre eux. D'autant plus que chaque réseau social a un peu ses spécificités, que ce soit en termes de public visé, ou que ce soit en termes de contenu, de format, de choses qui sont privilégiées. Sur l'un, ça va être peut-être plus de la vidéo, sur l'autre, ça va être plus du texte, sur d'autres, ça va être plus des images fixes, etc. Donc, vouloir être présent partout, c'est finalement, vous n'allez pas vous en sortir et être présent partout, c'est limite être présent nulle part. Donc, il vaut mieux en choisir un ou deux et se dire, on est vraiment présent. Vous allez voir en plus la fréquence de publication qu'on vous préconise. Vous verrez qu'il est sans doute préférable d'avoir un ou deux réseaux sociaux et de s'y tenir. En termes d'objectifs. Donc, en fait, il va falloir que vous réfléchissiez à pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux. Parce que être sur un réseau social, c'est vraiment être en phase avec l'objectif qui est visé par ce réseau en particulier. Chaque réseau social a ses forces. Donc, typiquement, si vous recherchez uniquement de la notoriété, là, on vous conseillera d'aller sur Instagram, sur Pinterest ou sur Facebook. Si vous recherchez une relation client, plus des échanges avec votre communauté, hein. On a utilisé le terme relation client qui est plus de l'ordre du monde marchand, mais en tout cas de l'échange avec votre communauté, on vous conseillera d'aller sur X, qui est anciennement Twitter, ou sur Facebook. Voilà. Bon, c'est vrai que par exemple Facebook, vous voyez, il peut répondre à plusieurs objectifs, c'est aussi sa force. Et par contre, si vous cherchez à avoir de la collecte de dons ou du trafic, par exemple, sur votre site internet, là, on conseillera d'aller plutôt sur Facebook ou sur Instagram. Donc, vous voyez, chaque réseau social a son intérêt. Il est vrai que typiquement, là, sur les trois objectifs que j'ai cités, Facebook est présent sur les trois, donc c'est un réseau social sur lequel il est sans doute intéressant en tant qu'association diocésaine d'être présent. Ensuite, il faut bien sûr choisir votre audience, votre public. Chaque réseau social, vous vous en doutez bien, n'est pas fréquenté par le même type de personnes en fonction de la génération, des comportements en ligne et des intérêts qu'ils recherchent. Donc, par exemple, pour les marques ou les associations dont la cible est plutôt composée d'adolescents, ce sera vraiment TikTok. Aujourd'hui, voilà, si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui sont dans ces âges-là, vous avez sans doute noté que TikTok est devenu assez pertinent pour cette génération. Maintenant, si on parle d'adultes de plus de 30 ans, ils vont pas être sur TikTok ou alors de manière très marginale. Ça va être plutôt Instagram et Facebook. Et sur des générations même un petit peu plus âgées, je dirais peut-être au-delà de 45-50 ans, là, ça va être aussi Facebook qui va être encore présent plus pour ces générations-là. Donc, vous voyez, si vous devez choisir un ou deux
réseau social, regardez votre objectif, regardez la cible que vous recherchez. Je suppose, voilà, votre cible, c'est pas les adolescents, hein, en tant qu'association de CZ, c'est plutôt les adultes. Donc voilà, Instagram, Facebook, on vous préconise plutôt d'aller sur ce type de réseau social. C'est vrai pour la collecte de dons. Après, TikTok peut être utilisé ou Snapchat peuvent être utilisés sur d'autres communications, Tout à typiquement fait. d'ordre pastoral, en fait, hein, des communications pastorales. Ça peut être un choix qui est fait. En tout cas, là, vraiment pour la collecte de dons, effectivement, ces réseaux-là ont moins de pertinence. Oui, exactement. Par exemple, la pastorale des jeunes va peut-être avoir envie de communiquer simplement sur TikTok parce qu'elle s'adresse effectivement plus à des jeunes adultes ou des adolescents. Donc, c'est d'autres problématiques. Là, on parle effectivement de la collecte de fonds plus particulièrement. Alors, petit zoom justement sur Facebook. Donc, on vous le disait tout à l'heure, c'est le premier réseau social en France. 73,3% des internautes l'utilisent mensuellement. Et en moyenne, ils passent 14 heures par mois sur le réseau social, ce qui est donc assez majeur. Je vous le disais tout à l'heure, des personnes de plus de 55 ans, c'est vraiment sur ce réseau-là que vous allez le trouver. Donc, c'est le public phare, entre guillemets, sur Facebook. Et après, 53% sont des femmes, donc on voit que c'est à peu près équilibré entre femmes et hommes, mais bon, avec une petite prédominance de femmes. Alors, comment communiquer sur Facebook? Vraiment, il y a besoin d'être présent très régulièrement. Vous le voyez, la fréquence de publication qui est conseillée par les études est de une publication par jour en semaine et une publication le week-end. Donc, au total, ça vous fait 6 publications par semaine. Donc, c'est sûr que ça paraît vraiment très, très récurrent, mais en fait, c'est vrai que l'algorithme de Facebook et les habitudes des internautes fait qu'il y a besoin d'alimenter en contenu de manière très, très régulière. Là encore, on y revient, d'où l'importance de ne pas être sur 10 réseaux sociaux en même temps, parce que vous ne pourriez pas forcément avoir des fréquences de publication aussi importantes. Mais en tout cas, il faut vraiment le considérer comme un canal de communication à part pour vraiment réfléchir à ce que vous allez pouvoir publier au fil des jours. Vous avez ensuite donc Instagram. Donc sur Instagram, on parle plutôt des 18-44 ans. Vous voyez aussi sur le graphique. C'est même plutôt les 18-34 ans, mais sur les 35-44 ans, sont à hauteur de 16%. Donc c'est quand même une population qui est bien présente sur ce réseau social. Et là encore une fréquence de publication assez élevée, puisqu'on vous préconise d'avoir 3 à 5 posts par semaine. Par exemple, on a pu voir que sur les comptes qui ont jusqu'à 10 000 followers, donc 10 000 personnes qui sont abonnées à leur compte, ils vont faire en moyenne 3 stories par semaine. Donc les stories, pour les personnes qui ne connaissent pas bien, ça va être ces courtes vidéos qui sont en fait temporaires. Elles apparaissent sur le compte, elles sont postées donc régulièrement, elles apparaissent sur le compte et elles disparaissent au bout de 24 heures en général. Donc, il faut être vraiment présent régulièrement parce qu'en plus, comme ce sont des contenus qui vont disparaître au fil des jours, si vous ne captez pas l'internaute lorsqu'il va sur l'application, sur son compte Instagram, ben, en fait, pour lui, c'est comme si vous aviez fait aucun contenu puisque finalement, il n'y aura pas eu accès. Donc, une fréquence de publication très élevée aussi sur Instagram. Donc là, on revient sur ce que je vous ai indiqué, sur la façon de choisir ces réseaux sociaux. Maintenant, on va parler plus du coup des objectifs. Donc, tout à l'heure, vous avons cité donc quel réseau social doit être utilisé pour quel objectif, mais maintenant, on va un petit peu essayer de voir ensemble, vous aider un petit peu à formuler justement des objectifs. Donc, lorsque vous allez réfléchir en objectif de communication, il faut penser à un objectif spécifique, donc vraiment précis, quelque chose qui va être mesurable. Voilà, je veux dire, ok, donc moi, mon but, c'est d'augmenter, par exemple, le nombre de personnes abonnées à ma page Facebook. Voilà, ça, c'est un objectif qui est mesurable. Vous allez pouvoir voir le nombre de personnes qui sont abonnées à votre page Facebook. Un objectif, bien entendu, atteignable, hein, puisque Rome ne s'est pas faite en un jour, donc il faut pouvoir y aller petit à petit. Et bien sûr, pertinent en fonction de votre organisation. Et défini dans le temps, ça c'est évident, je vous le disais, par exemple, hop, je veux augmenter ma communauté sur Facebook, ben, je me dis, au bout de 6 mois, je m'arrête, je regarde où j'en suis. Donc là, vous avez quelques exemples d'objectifs à poursuivre sur les réseaux sociaux, donc l'augmentation de la notoriété et de la visibilité. Ça peut être l'engagement avec sa communauté, le fait de générer des échanges, des interactions, avoir des personnes qui aiment vos publications, qui mettent des commentaires, qui partagent vos publications. C'est ce qu'on appelle des conversions dans le langage
digital. Donc, ça va être de capter des contacts email, des dons, ou bien de la participation à des événements. Oui, parce que effectivement, tout à l'heure, on parlait de captation d'adresses email. Les réseaux sociaux ne permettent pas directement d'obtenir des adresses email, puisque lorsque vous avez des abonnés à vos pages, vous ne recueillez pas leur adresse email. Mais vous pouvez tout à fait promouvoir des opérations que vous faites par ailleurs sur votre page Facebook. Alors, on a parlé par exemple du parcours de Pentecôte. Si ce parcours de Pentecôte qui permet de recueillir des adresses email est mis en avant sur votre page Facebook ou sur votre compte Instagram, vous allez avoir des publics supplémentaires qui vont aller visiter ce parcours et vous donner leur adresse email. Pour les dons, c'est le même principe. Si vous avez une opération, une campagne de collecte en ligne qui est en cours, par ailleurs, si vous en parlez sur vos réseaux sociaux, vous allez recueillir davantage de dons. Voilà. Donc à chaque fois, on parle là de canal de communication qui nous permet de remplir différents objectifs. Donc depuis tout à l'heure, je vous indique le nombre de publications à mettre, par exemple, par semaine sur vos réseaux sociaux. Et du coup, pour y parvenir, il est important de planifier, d'avoir un calendrier éditorial, c'est-à-dire vraiment réfléchir quel contenu on va pouvoir mettre, quel format aussi, des photos, des vidéos, des carousels. Donc les carousels, c'est différentes photos qui défilent. Quel type de contenu? Est-ce qu'on va être plus à parler de la mission, plus quelque chose d'éducatif, de pédagogique, des témoignages, je sais pas, un retour sur un événement, etc. Il y a plein de contenus différents donc, qui peuvent être proposés sur les réseaux sociaux et on vous conseille voilà, d'avoir un peu une alternance de contenu de manière à pouvoir ne pas lasser les internautes et être présent très, très régulièrement sur vos réseaux sociaux. Un petit point là, qui est indiqué et que je n'ai pas précisé, il faut vraiment avoir effectivement un équilibre entre des contenus informatifs et des contenus, par exemple, qui peuvent être liés à la collecte. Si vous parlez uniquement de collecte de fonds sur vos réseaux sociaux, vous allez lasser. Il est important voilà, d'avoir aussi des contenus qui n'ont rien à voir avec la collecte de fonds. Bien sûr, dernier point, c'est l'évaluation des performances des publications. Donc là, ça fait sens avec l'objectif que vous serez fixé. Si vous êtes fixé un objectif, par exemple, de recueillir beaucoup de commentaires sur une publication, et bien vous allez regarder les performances lorsque vous aurez fait, par exemple, je sais pas, au bout d'un mois de publication pour voir si vous y êtes parvenu. Si votre objectif c'était d'augmenter le nombre d'abonnés à votre page, vous allez voir aussi à la fin du temps imparti si vous y êtes parvenu. Ça vous permet d'ajuster ensuite votre communication. Donc là, on vous a mis quelques formats à privilégier pour les publications sur les réseaux sociaux. De toute façon, vous aurez accès au PowerPoint, donc vous pourrez garder ces informations. Ça n'a pas forcément de sens que je les décrive directement. Le point très important à retenir, c'est le format vidéo. Simplement, le format vidéo, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, le format vidéo, notamment sur Facebook et Instagram, il doit être très court. On est sur des vidéos de 6 à 15 secondes. Donc vraiment des vidéos très courtes, même si rien n'empêche, si vous avez des vidéos plus longues, de réaliser un petit extrait pour vos réseaux sociaux et de renvoyer l'internaute, par exemple, vers votre site pour voir la vidéo plus version longue. Voilà, si vous avez envie de dire davantage de choses. Il faut bien penser aussi à ajouter des sous-titres dans les vidéos que vous avez sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de personnes en fait n'ont pas forcément d'écouteurs ou de casques quand ils regardent leur téléphone et du coup d'avoir les sous-titres ça vous permet aussi de pouvoir dire des choses et que la personne puisse les lire. Et d'ailleurs les algorithmes sur les réseaux sociaux privilégient les contenus qui ont des sous-titres. On vous a mis là 2 exemples de visuels statiques qui ont été réalisés dans le cadre de la campagne nationale du lancement de la campagne nationale du denier 2025 et qui du coup correspondent au format. Donc là, on est sur les formats carrés, hein, 1080, 1080, mais ces visuels sont présents sous différents formats dans le SharePoint auquel vous avez accès. Là, on vous donne aussi là d'autres exemples engageants pour inciter les internautes à vous suivre sur vos réseaux sociaux. Donc là, on est plus sur de la collecte de fonds, bien sûr, de la campagne que nous avons pu déployer avec certains diocèses en fin d'année 2024. Donc, vous voyez à gauche, on incitait les internautes à visiter le site internet pour à la fois, il y avait une partie collecte de dons, il y avait aussi une partie écoute de récits audio sur l'histoire des catholiques, l'envoi d'une carte virtuelle et par contre,
Le visuel de droite, qui est lui statique, faisait un focus sur la réduction fiscale en fin d'année, fiscale à 66%. Donc là, on était vraiment sur de l'appel à dons pur. C'est vrai qu'en fin d'année, on a tendance, bien sûr, à mettre en avant plus la collecte de dons sur les réseaux sociaux. Euh, Bien sûr, puisque c'est un peu le rush de fin d'année. D'autres visuels qui vont s'afficher. Voilà, donc là, ces 5 visuels, alors je ne sais pas si vous y avez déjà accès, ou en tout cas ça va être dans les jours à venir, c'est dans le cadre de la campagne encore nationale. Donc, dans le cadre de la campagne nationale, on va vous produire au fil de l'année, on a commencé, mais on va continuer des contenus qui ne sont pas directement de l'appel à dons. C'est des contenus plus relationnels ou pédagogiques. Et parmi ces contenus, il y a des visuels que vous pourrez utiliser pour mettre sur vos réseaux sociaux. Donc là, par exemple, il y a toute une série de visuels, c'est pas exhaustif ce que vous avez à l'écran, sur les 5 ressources financières de l'Église. Donc deniers, quêtes, offrande de messe, legs, mais il y a d'autres, il y a casuel par exemple. Et ces formats, donc là on est plus sur des formats verticaux, celui de gauche est un format carré, mais vous avez différents formats qui vous sont proposés. Vous pouvez par exemple les exploiter soit en faisant un carrousel, donc ça veut dire vous mettez tous les visuels à la suite et les personnes pourront défiler pour tous les lire. Soit vous pouvez créer aussi une série, par exemple, vous en mettez un par jour, et comme ça incite à aller voir, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais découvrir? Ah, aujourd'hui, on me parle de l'offrande de messe, je ne connaissais pas de quoi il s'agit, etc. Vous pouvez aussi les utiliser en format story pour que les personnes puissent les regarder aussi sur un temps plus court. Et à chaque fois, on vous proposera au fil de l'année ce type de contenu qui seront pour le coup, pour certains, liés à l'appel à dons. Donc typiquement sur des temps de collecte comme les prêtres aînés ou la lettre des donateurs, etc. Et des contenus qui ne sont pas liés à l'appel à dons, en tout cas qui sont plus relationnels. Ça vous permettra d'animer aussi vos contenus sur les réseaux sociaux. Ce sera bien sûr pas exhaustif pour vous n'allez pas pouvoir vous appuyer uniquement sur ça pour animer vos réseaux sociaux, mais ça peut vous donner aussi des idées de choses à mettre en avant. Et à l'été, on aurait une campagne qui sera plus dédiée aux jeunes. Donc là, on sera sur de l'appel à dons pur, mais en tout cas, ce sera plus spécifiquement dédié à un public plus jeune. Ça, on reviendra vers vous d'ici au mois de juillet. Merci Léa. Maintenant, je vous propose de passer à la troisième partie. Donc, on a discuté ensemble, enfin, en tout cas, on a partagé ensemble des moyens de créer sa base de contact email, de créer une relation avec ses abonnés réseaux sociaux. Et donc, ça, c'est l'essentiel, c'est la base de toute la communication. Pour autant, notre objectif, et c'est celui qui nous réunit aujourd'hui en tout cas, c'est de transformer ces contacts en donateurs ou deniers. Et donc, l'objectif, c'est de se partager quelques moyens d'y parvenir et des moyens qui ont fait leurs preuves au cours des dernières années. La première chose qui est absolument nécessaire, puisque c'est à la fin du tunnel, mais c'était la base, c'est de disposer d'un formulaire de don qui soit bien efficace. On le sait, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré. Plus il y a de clics entre le moment où je décide de faire mon don et le moment où je fais mon don, plus je perds d'internautes et moins j'ai de dons. Donc tout l'enjeu, c'est de bénéficier d'un formulaire de don efficace et rapide. Donc c'est vraiment cette étape finale de la conversion de sympathisants en donateurs. Et donc ce taux de conversion, il faut l'optimiser au maximum pour que ce qu'on appelle l'expérience utilisateur sur Internet soit la plus fluide possible. Donc il y a toute une série de choses qu'on va faire qui peuvent faciliter cela. La première chose, peut-être la plus évidente, c'est on aimerait poser tout un tas de questions à nos donateurs, leur âge, leur paroisse, etc. Dans la mesure du possible, on pose le moins de questions possible et on va retenir les champs qui sont seulement utiles aux dons. Donc le montant, le mode de paiement, enfin le don ponctuel ou le don mois après mois, les coordonnées complètes bien sûr, mais tout ce qui est facultatif et pas nécessaire à la saisie et à l'émission du reçu fiscal, on oublie dans un premier temps. Euh, Plus on va proposer des choses aussi, quand on parle d'expérience utilisateur, c'est important de le savoir, plus on a de moyens de paiement disponibles sur sa page de son formulaire de don en ligne, plus on va plaire et en tout cas satisfaire un grand nombre d'utilisateurs.
Notamment, je pense ici au paiement on en a parlé la semaine dernière lors de du précédent atelier, mais PayPal, Apple Pay, les virements automatiques, tous ces nouveaux canaux, ou en tout cas ces canaux de dons un peu ressuscités, parce que PayPal, on l'a pu utiliser pendant un moment et il revient en grâce. C'est très important si vous pouvez les utiliser et les ajouter sur votre formulaire de don. On va aussi essayer de faciliter la vie de notre internaute qui est presque donateur, en essayant d'automatiser la saisie. Et puis, on va bien sûr traquer toutes les données pour pouvoir derrière les analyser. On vous a mis quelques exemples de formulaires de dons en ligne. Ça, c'est celui de Lyon. Vous voyez, celui de Lyon, on est vraiment sur une plateforme de dons en ligne où on propose le don aux deniers de l'Église, mais aussi tout un tas d'autres chantiers, des souscriptions, d'autres ressources qui sont nécessaires à la vie du diocèse et sur lesquelles on va trouver à chaque fois, bien sûr, le formulaire de don, mais aussi beaucoup d'argumentaires. Et l'argumentaire, il va peut-être être efficace pour convaincre des personnes qui pourraient encore se poser la question de l'utilité, de la pertinence, du bien fondé de leurs dons. Et puis ça va aussi, et ça c'est un autre sujet, mais ça créera du trafic. Plus on a de contenu sur notre site internet avec des mots-clés, des mots valides, plus on va pouvoir faire remonter nos sites et nos pages de dons sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche et donc favoriser la venue sur nos sites d'internautes. Vous voyez, les formulaires de dons, ils peuvent être extrêmement simples, et toujours le formulaire de Lyon. L'idée, c'est vraiment que le donateur puisse se dire qu'il va faire son don de manière très rapide, que ça va pas être trop long, qu'il va pas y passer trop de temps. Donc là, c'est un formulaire qui est travaillé en étapes, en différentes étapes. Et donc là, vraiment, tout est fait pour faciliter la vie du donateur. Et donc vraiment, on sait que euh, on a déjà pré-rempli le montant la fréquence du paiement, pardon. On a une grille de dons présélectionnée et puis on va passer avec des gros boutons suivants à l'étape d'après pour faciliter le parcours de don, le chemin vers le bouton de validation finale. Donc ça, c'est l'étape extrêmement importante qu'il ne faut pas négliger. Vraiment, je vous enjoins vraiment à regarder vos formulaires de dons et à traquer un peu les étapes qui seraient non nécessaires et qui pourraient rajouter des clics vers la validation du don. C'est des toutes petites choses qui sont gratuites et qui peuvent vous faire gagner des points de conversion quand on parle de dons en ligne. Mais là, on a commencé un peu par la fin, on a commencé par le formulaire de don, mais tout l'objectif, une fois on a bien notre base de données, adresse email, nos abonnés réseaux sociaux. C'est comment est-ce que ces gens-là, on va les emmener vers notre formulaire de don. Donc, comment on va créer du trafic vers notre formulaire de don denier. La première chose la plus évidente, c'est un bouton de don sur la page d'accueil du site internet du diocèse ou de la paroisse d'ailleurs. C'est encore mieux si on arrive à le faire aussi sur les sites des paroisses. Et ce bouton, il faut qu'il soit extrêmement clair. C'est pas je soutiens la vie de l'Église, c'est pas je m'engage, c'est je donne au denier. Vraiment, plus on est clair dans ce qu'on appelle l'appel à agir, plus on a de chances d'être visible. Euh, il y a tout un jeu aussi de couleurs à respecter. Si on est dans des couleurs pastel qui se fondent à l'ergonomie du site, eh ben, on va pas attirer l'attention. Donc, on faut être vigilant à ça. Quelle couleur on a employé? Est-ce qu'on est dans les couleurs plutôt vives, du orange, du rouge, du jaune, quelque chose qui attire l'œil? Il y a aussi la question du placement du bouton. Vous pouvez regarder. C'est très important. En général, l'internaute dans sa navigation sur un site internet, il a tendance à diriger son regard en haut du site à droite. Donc c'est pour ça qu'en général, les boutons et les informations les plus stratégiques sur un site internet, elles sont placées à cet endroit-là. Et donc on a vraiment une lecture en Z hein, sur un site internet. Et donc l'idée, c'est vraiment aussi de vérifier la couleur et le placement des boutons. On vous a mis ici quelques exemples. Vous voyez par exemple la page d'accueil du Secours catholique avec une charte graphique très froide, en tout cas bicolore, blanche et bleue. Le bouton de don ici qui a été pensé en orange, eh ben, il attire vraiment le regard et au premier coup d'œil, presque, je dirais que c'est le premier bouton qu'on voit quand on arrive sur la page du Secours catholique.
On a ici, on vous a mis quelques exemples, hein, c'est un peu la même chose pour le diocèse de Paris, avec ce bouton vert donné à l'église qui ressort bien sur une ergonomie de site très sombre. Et ici, un autre exemple encore d'une des paroisses du diocèse de Bayeux, je crois, avec des boutons qui sont plutôt mis en avant et qu'on voit assez rapidement quand on se connecte. Donc ça aussi, je vous invite vraiment à regarder sur les sites internet. C'est des petites choses toutes simples hein, qui sont encore une fois gratuites et qui peuvent permettre de conduire plus d'internautes. En tout cas, ceux qui seront rendus naturellement, enfin en tout cas ceux qui viendront sur votre site internet, votre audience naturelle comme je l'ai évoqué plus tôt, eh ben on va essayer de faciliter au maximum leur chemin vers le don. Ensuite, on va essayer de capitaliser sur toutes les adresses email qu'on a collectées, donc celles qu'on a déjà en base, des personnes qui ne sont pas donatrices. Donc, on peut avoir collecté en tant que diocèse, en tant que paroisse, au fil du temps, tout un nombre d'adresses email. On en a parlé avec Léa un peu plus tôt. Mais maintenant, il va falloir les solliciter, ces personnes. On a créé du lien et maintenant, on va les solliciter régulièrement pour créer du trafic vers mon formulaire de don. Et pour ça, on va penser des cycles d'emails. Euh, et donc, effectivement, il faut des cycles d'emails où on va proposer des appels à dons, mais pas uniquement. Et là encore, c'est très important. On aurait tendance à vouloir, une fois qu'on a des adresses email dans sa base, les solliciter, les faire donner, leur parler du denier, de l'importance de la participation des catholiques. Ça fonctionne malheureusement pas comme ça. L'idée, c'est aussi de créer du lien avec ces personnes. Et donc, ce lien, il passe par des emails, mais des emails, ce qu'on appelle des emails relationnels, des emails qui vont donner de l'information. C'est exactement ce que Léa vous partageait un peu avant sur les réseaux sociaux. Si vous parliez sur votre page Facebook de la collecte du denier, de la baisse du nombre de donateurs, de l'importance de participer, etc., etc., vous risquez d'avoir très peu de succès. C'est la même chose. Si on n'envoie que des emails d'appel à dons sans explication, sans contenu pédagogique, on risque de faire chou blanc ou en tout cas d'épuiser, de lasser sa base email. Donc l'idée, c'est bien aussi d'introduire dans nos cycles email des e-newsletters, des emails relationnels. Donc ça peut être aussi des emails qui partagent l'actualité du diocèse. Il se passe un événement un peu important, euh, enfin un peu important, un événement dans le diocèse. On le partage et on intègre bien ces sympathisants qu'on a captés par exemple sur des opérations dédiées, et ben on va les intégrer à ce cycle. Donc là encore, on parlait de calendrier éditorial tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'est la même chose pour les emails. Il faut réussir à penser son cycle email de manière annuelle et d'intercaler des temps relationnels, des temps pédagogiques et des temps d'appel à dons. On vous a mis quelques exemples ici. Euh, c'est vraiment trois contenus qui sont un peu spécifiques. Le premier que vous voyez ici, là, avec ce grand merci en tête d'email, c'est un email qu'on a fait pour la Fédération française des diabétiques. Et là, c'est un email qu'on envoie à toutes les personnes le jour de l'anniversaire de leur premier don à l'association. Et on va leur dire merci, un an d'engagement, ça se fête. Et donc là, typiquement, on vient pas demander quelque chose, on vient remercier l'engagement des personnes et on va leur proposer, enfin, on va d'ailleurs rien leur proposer, on va leur demander, on va leur dire merci, on va leur dire combien on est content de les compter parmi nous. On vous a mis un deuxième exemple. Alors là, pour le coup, c'est un email d'appel à dons, hein, c'est RCF. Et vous voyez, dans les emails d'appel à dons, il y a vraiment plusieurs manières de faire. Donc ici, cet appel à dons, il est contextualisé à la fin d'année. On voit qu'on est dans la période de Noël. Et puis, on vient insérer des équivalences de dons. Donc, ce que je finance si je donne 300 euros, ce que je finance si je donne 130 euros, etc. Et puis, je vous disais, important aussi du contenu pédagogique. Donc, Léa vous a présenté juste avant des images, des visuels réseaux sociaux qu'on a créés sur les ressources de l'Église. Vous le trouverez aussi sur le SharePoint. On a créé le même email sur les 5 ressources financières de l'Église sous forme de questions. Connaissez-vous les 5 grandes ressources de l'Église? Là aussi, on vient apporter du contenu. Pour nous, ça paraît évident, le casuel, les offrandes de messe, le denier et la quête, mais pour sans doute beaucoup de catholiques, cette manière d'organiser, dont s'organisent les finances de l'Église, c'est sans doute un peu flou. Donc, en venant expliquer pourquoi est-ce que c'est important de donner à la quête, pourquoi c'est important de participer au casuel, pourquoi est-ce que le diocèse me demande mon don au denier, et ben là, on vient aussi désamorcer
sans doute des freins. Il y a peut-être, on le sait, hein, il y a souvent par exemple des personnes qui nous disent, moi je donne déjà à la quête, je vois pas pourquoi je donnerais au denier. Eh ben, en venant faire un peu de pédagogie, en montrant la complémentarité des ressources, on vient désamorcer, on vient lever des freins et on vient aussi créer de la relation parce que le donateur peut se dire, eh ben, le diocèse, il me partage ses besoins, il me partage son organisation et en fait, plus je fais ça, plus j'associe mon donateur ou mon futur donateur à la vie du diocèse, plus je crée de la relation. Donc, Cyclimailing a bien pensé, pas seulement en termes de collecte. Ces cycles emails, vous pouvez aussi les compléter de ce qu'on appelle des emails post-mailing. Donc, en bon français, on pourrait dire en post-courrier postaux. Donc, quand vous envoyez un courrier postal, vous pouvez tout à fait le compléter par un email qui vient rappeler à la personne qu'elle a reçu il y a quelque temps, par exemple, la lettre des donateurs et qu'on compte sur son don. Donc, il y a vraiment, donc ça, c'est des emails qui fonctionnent bien, c'est des emails qui fonctionnent en forme de rappel et que vous pouvez ajouter à votre dispositif de collecte annuel pour maximiser les retours. Alors, on pense aussi, il faut vraiment penser à l'inverse, à encourager le don email, le don digital, pardon, depuis vos supports papier. Ce qu'on appelle encore une fois en bon français du drive to web. Donc conduire les personnes depuis mon canal postal vers mon canal digital. Et donc ça, c'est important de le faire parce que ça coûte pas grand-chose et on voit qu'il y a de plus en plus de reports hein, des donateurs qui reçoivent un appel à don papier. Et ben, ils vont concrétiser leurs dons en ligne. Et donc tout ce que vous pouvez faire pour faciliter ce transfert du postal vers le digital, vous pouvez le faire de manière très facile et vous le verrez, c'est quelque chose qu'on a vraiment prévu dans la campagne cette année. On vous a mis ici un exemple. Sur tous les bons de soutien, par exemple, on vous propose d'ajouter un QR code qui envoie directement sur le formulaire de don et de rappeler les URL de don vers les formulaires de don. Donc là encore, l'idée, c'est bien de s'adapter au mode de vie, aux habitudes de consommation des donateurs qui changent et donc de leur proposer de vraiment le plus de solutions pour faire leurs dons. On vous a remis ici aussi quelques exemples. Ça, en l'occurrence, c'est le tract du denier pour le lancement dans les paroisses. Vous voyez, à plusieurs endroits, on a prévu on propose aux personnes, en tout cas, d'aller faire leurs dons en ligne. Autre manière de faire, c'est de travailler sur des opérations de collecte qu'on va penser vraiment pour convertir des personnes au don, au denier. On vous a mis ici quelques exemples. Donc, un exemple qui est en cours de conception, donc c'est un peu tôt, mais on est content de vous le partager. Euh, Lors de la sélection du prestataire, la CBF nous avait vraiment demandé de penser à une opération qui soit capable de, de faire donner les plus jeunes au denier de l'Église, et on sait que les plus jeunes représentent une part très mineure des donateurs au denier. Et donc, on a imaginé chez Alteriade une opération qu'on a appelée don de famille, qui se matérialise sur un site internet. Et l'idée, c'est de proposer aux familles, donc aux plus jeunes, a priori ceux qui font appel à l'église, par exemple, pour catéchiser un de leurs enfants, pour préparer des sacrements de leurs enfants, première communion, profession de foi, des personnes qui ont quand même une certaine proximité avec l'église. On va leur proposer de faire un don en famille. Bon, on a préparé un certain nombre d'équivalences qui peuvent être des équivalences de dépenses courantes de la famille pour leur proposer de faire un premier don au denier en donnant des petites sommes chaque mois à leur diocèse. Donc là, la conception est en cours, hein, mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les familles sur leurs habitudes de consommation avec un argumentaire qui va vraiment être propre à ce profil de donateur ou en tout cas de prospects, de personnes qu'on aimerait faire devenir donatrices au denier de l'Église. Et donc ça sera déployé sur Internet. Et ça a vraiment cette capacité aussi d'aller rejoindre les plus jeunes dans leurs habitudes de consommation, puisqu'on sait que les jeunes sont assez présents et utilisent beaucoup ce canal digital. Donc tout notre objectif avec cette opération de don de famille, c'est d'aller chercher des dons en prélèvement automatique sur des petites sommes
en ligne auprès des familles. Euh, il y a d'autres opérations de collecte dont vous avez plus l'habitude, que vous êtes de plus en plus à mener. C'est des opérations qu'on va penser pour la fin de l'année. Et donc, vous savez que les dons en ligne, ils sont particulièrement nombreux en toute fin d'année. On sait que si on regarde nos formulaires de dons, Denier, jusqu'à minuit, le 31 décembre, on obtient des dons en ligne parce que c'est vraiment l'outil qui va être ultra efficace pour faire un don au dernier moment, contrairement à un chèque. Et donc nous, ce qu'on fait chaque année, c'est qu'on propose de penser une opération où on va aller parler sur Internet à des personnes qu'on connaît, donc soit des personnes qu'on a dans notre base et on va leur présenter cette opération, soit aussi en recrutement de nouveaux donateurs. Et donc là, aller sur le canal digital, ça a tout son sens pour recruter des donateurs plus jeunes. Et donc chaque année, on propose une opération, on vous a mis un exemple ici, en lien avec Noël, avec ce que l'Église a de particulier à dire sur cette période surtout, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui utilisent le prétexte de Noël pour collecter des dons, mais l'Église, elle a une voix vraiment significative à faire porter sur ce temps-là. Et donc on va penser des opérations vraiment complètes qui vont favoriser, convertir les donateurs, les prospects, les internautes en donateurs. Et donc, ça va être un site internet assez court avec des arguments assez percutants, des emails, une vidéo et puis de l'achat média. On y reviendra un peu après. Et ces opérations de collecte, vous voyez, on vous a mis plusieurs exemples. Il y a aussi des préhomes. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir installer sur le site internet du diocèse et qui va me proposer de découvrir l'opération, soit d'aller voir la vidéo, soit de faire un don directement. Sur la préhome qu'on installe en fin d'année, on va utiliser vraiment un argument qui fonctionne très bien, qui est l'argument de la déduction fiscale. Et donc, on va proposer aux internautes qui viennent sur la page du diocèse d'aller directement faire un don en suivant cet argument. Et puis, on va avoir un certain nombre d'emails qui vont être adressés à nos sympathisants, à nos contacts emails qui ne sont pas encore donateurs. Et on va aussi avoir des versions de ces emails pour nos donateurs pour les inciter à refaire un don ou pour leur rappeler tout simplement qu'ils peuvent faire un don en ligne supplémentaire en fin d'année. Ces opérations, elles peuvent aussi, je vous le disais, servir à recruter des donateurs. Et ça, c'est très important. C'est un moyen qui devient de plus en plus important dans nos stratégies de recrutement pour le denier en fin d'année. Et pour ça, on peut faire ce qu'on appelle de l'achat média. Donc l'achat média, c'est un peu, faut vraiment imaginer que c'est comme quand on achète une page de pub dans La Vie, par exemple, ou dans La Croix. Et ben là, on va faire la même chose, mais en ligne. Et donc alors évidemment, on n'achète pas des pages, mais on achète de la visibilité. Et donc là, on vous a mis quelques exemples. Il y a plusieurs canaux, mais on peut acheter de la visibilité sur Facebook, par exemple, ou Instagram. Et donc, on va propulser des publicités pour le diocèse en lien avec notre opération sur, sur Facebook à des personnes qui sont dans nos cibles. Ou on va aussi faire ce qu'on appelle du SEA, donc de l'achat de mots-clés sur les moteurs de recherche. Et donc quand la personne va taper par exemple don défiscalisé, eh ben on va promouvoir une annonce pardon, qui va permettre à l'internaute de se diriger vers votre site internet et votre formulaire de don. Donc on vous a mis ici un exemple, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais donc, c'est donner aux prêtres. Et là, on a soutenez les prêtres, le denier pour l'Église, lumièredansmavie.fr. Et là, on arrive directement, soit sur la landing page, soit en fin d'année, sur le formulaire de don du diocèse. Donc, tous ces outils sont extrêmement efficaces en collecte en fin d'année pour transformer, recruter, convertir des internautes en donateurs. On vous a remis quelques éléments sur justement l'achat média, le paid média, toujours ces mots très nombreux en anglais quand on parle de digital. Il y a trois leviers principaux, je vous le disais. Je vais vous les afficher tout de suite. Donc, il y en a un dont je n'ai pas parlé, c'est le display. Donc, c'est des bannières publicitaires. C'est ce que vous allez voir quand vous allez sur un site internet. Vous allez voir des visuels qui s'affichent sur le site internet. Et donc ça, c'est extrêmement efficace pour la notoriété et pour attirer l'attention de l'internaute et l'inviter à cliquer. Donc plus notre bannière publicitaire est attractive, visible,
plus elle va être cliquée. Et donc, dans l'idée, elle renvoie bien soit sur mon formulaire de don en ligne, soit sur ma page d'atterrissage, ma landing page sur laquelle j'ai créé une opération. C'est la première chose. Ensuite, on a les réseaux sociaux, le social media. Ça, c'est de la publicité sur les réseaux sociaux. Et donc là, l'idée, c'est d'aller cibler une communauté qui va être proche de la vôtre. Il faut savoir que sur Facebook, l'algorithme, il propulse que 7% de vos contenus à vos abonnés. Donc même si vous avez des abonnés, vous pouvez penser que tous les contenus que vous allez publier vont être vus par l'ensemble de vos abonnés, mais c'est faux. Il n'y a que 7% des personnes de votre communauté d'abonnés qui va voir ce que vous faites. Donc l'objectif en faisant de l'achat média sur Facebook, c'est d'abord de montrer, de propulser vos contenus à votre communauté, mais aussi d'aller chercher ce qu'on appelle des jumeaux, des personnes qui vont ressembler à vos abonnés Facebook, mais qui ne sont pas encore abonnés. Et donc, Facebook a tout un tas d'algorithmes et de critères qu'il va utiliser pour aller cibler des personnes qu'on pense être catholiques, proches de l'Église, etc. Et donc, on va aller, grâce à cet achat média sur Facebook ou sur Instagram, dans une moindre mesure, on va aller cibler des personnes qui sont proches de nous pour leur proposer de découvrir une autre vidéo, de faire un don pour les prêtres, pour les salariés des diocèses grâce aux deniers. Et puis enfin, on a le search, donc le SEA, ce que je vous disais, c'est de l'achat de mots-clés. Et donc là, en fait, on va faire de la publicité sur les moteurs de recherche et on va attirer un trafic qualifié vers notre site ou mieux encore vers notre page de don. Et donc l'idée, là, on est vraiment dans une stratégie où on va plutôt aller cibler des gens ce qu'on appelle des intentionnistes, des gens qui avaient quand même dans l'idée envie de faire un don. Mais vous savez, la concurrence sur Google, notamment en fin d'année, elle est extrêmement rude. Donc quelqu'un qui va taper faire un don pour les prêtres, il va aussi bien être ciblé par vous que par, je dis n'importe quoi, mais la communauté des béatitudes, les OPM, tout un tas d'organisations qui ont des prêtres, par exemple, et qui vont faire la même chose. Donc, il faut vraiment que vous puissiez arriver en haut du champ de recherche Google, de la page Google. Et c'est pour ça que c'est quand même important, cette stratégie en SIA. C'est ce qu'on appelle une stratégie de protection de la marque, mais qui vient reprendre en fait les intentionnistes, ceux qui avaient l'intention probablement de vous faire un don, mais qui peuvent être attirés par d'autres concurrents, même s'il n'y a pas de concurrence dans l'Église, mais en tout cas par des associations qui font appel aux dons dans l'Église et qui pourraient tout à fait rattraper ces donateurs qui avaient prévu de donner à leur diocèse. Voilà pour cette partie sur la conversion du don. Dernière partie avant les questions. On vous propose avec Léa quelques éléments de mesure et d'analyse des performances qui vont vous permettre à terme d'ajuster vos stratégies digitales. Tout à fait. Donc, c'est vrai que on a parlé lors de l'atelier sur les fichiers adresses plus des performances pour les adresses postales, pour les campagnes de collecte postale. On s'était plus centré là-dessus. Aujourd'hui, on va vous parler vraiment donc, des performances de campagne digitale. Alors, bah, évidemment, pourquoi est-ce qu'il est important de mesurer les performances? C'est bien sûr pour pouvoir se rendre compte si votre stratégie fonctionne. Ça va vous permettre d'optimiser l'efficacité des campagnes. Et on sait tous, hein, ces campagnes de collecte, elles coûtent de l'argent. Il y a un certain budget qui leur est alloué. Donc, l'objectif, c'est quand même qu'elles soient le plus efficace possible. Donc, l'idée étant bien sûr d'optimiser si ça n'a pas fonctionné ou si ça a moins fonctionné que ce qu'on aurait souhaité pour pouvoir améliorer ses résultats à long terme. Chaque euro gagné est pertinent. Donc voilà un petit peu les indicateurs clés de performance pour ce qui concerne le digital. D'abord, bien sûr, pour la collecte de dons. Donc là, on va être quand même assez similaire à ce qu'on peut avoir sur le postal. On va regarder la collecte et le nombre de dons mensuels. Donc si vous avez, comme la plupart des diocèses, un formulaire de dons en ligne, vous aurez le moyen, via ce formulaire, de voir la collecte, le nombre de dons mensuels sur votre formulaire de dons. Vous allez aussi pouvoir regarder le nombre de nouveaux donateurs qui ont été recrutés en faisant leur premier don en ligne. Et sera intéressant également de regarder le volume ou le pourcentage de personnes transformées depuis l'adresse email jusqu'au donateur. Donc depuis tout à l'heure, on vous parle du fait d'avoir des adresses email pour pouvoir les faire
devenir donatrice. Or, ce pourcentage de transformation, il est intéressant à regarder pour voir si vous mettez en place les bonnes stratégies pour justement transformer ces adresses email en donateurs. Donc là, vous allez regarder soit le nombre de personnes qui étaient simplement adresse mail non donatrices dans la base et qui sont devenues donatrices, ou bien calculer un pourcentage pour voir si votre cycle de relation avec vos, ce qu'on peut appeler un peu les sympathisants, euh, fonctionne. Un petit point là-dessus, ce type de transformation, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Depuis tout à l'heure, on vous explique justement les différents moyens de faire passer une personne donatrice lorsqu'elle a simplement au début laissé son adresse email. Il faut savoir qu'il faut plusieurs mois hein, pour vraiment avoir des résultats consolidés et se dire bah, là ça fonctionne. Hein. Vous n'attendez pas à avoir des personnes qui voilà, ne attendez pas à avoir votre base d'adresse email qui devienne donatrice en 15 jours. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ensuite, au niveau des emails, donc les emails, comment on mesure l'efficacité d'un email? Donc, il y a différents pourcentages à regarder. Donc, tout d'abord, le taux d'ouverture. Donc là, on parle simplement des personnes qui ont cliqué sur l'email, donc qui l'ont ouvert. Ce sont des personnes qui l'ont lu, on espère. Ensuite, le taux de réactivité. Alors là, ça c'est parmi les destinataires, ceux qui ont cliqué sur un lien. Enfin, parmi les personnes qui ont ouvert l'email, ceux qui ont cliqué sur un lien. Donc là, ça montre encore un niveau supplémentaire d'intérêt pour l'email. Si la personne a cliqué sur un des liens au sein de l'email, que ce soit un appel à don ou autre, hein, d'ailleurs, calcule le taux de réactivité. Ensuite, le taux de conversion, là, on parle uniquement des personnes qui ont fait un don parmi les destinataires. Normalement, sur votre formulaire de don en ligne, vous allez pouvoir suivre les personnes qui proviennent de l'email et voir si c'est grâce à ces emails qu'elles ont fait un don. Et pour terminer, le taux de désabonnement, alors là, c'est plutôt bien sûr un chiffre qu'on espère le plus petit possible, mais si vous avez un très faible, vous aurez forcément des personnes qui vont se désabonner, c'est quasiment imparable, mais l'idée étant qu'il soit le plus faible possible. Si bizarrement sur un email vous avez un très fort taux de désabonnement, ben, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut déjà vouloir dire peut-être que le ciblage a été mal fait, que vous adressez pas forcément au bon public votre email, que ça ne concernait pas forcément les bonnes personnes. Ça peut vouloir dire que vous avez envoyé trop d'emails sur une courte période et que les personnes n'étaient plus très intéressées par vos actualités, vous les avez lâchées. Voilà, ou alors ça peut peut-être vouloir dire qu'il faut revoir aussi un petit peu le contenu de vos emails. Et enfin, au niveau des indicateurs, là, on va regarder les indicateurs pour les réseaux sociaux. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, la première chose, ça va être ce qu'on appelle le taux d'engagement. Donc là, c'est les interactions que vous avez avec votre base d'abonnés. Le nombre de personnes qui aiment vos publications, le nombre de personnes qui mettent des commentaires, le nombre de personnes qui les partagent avec leurs amis, par exemple, sur Facebook. La croissance de l'audience aussi, puisque bien sûr, en fait, ce qui est intéressant à regarder, c'est la progression de ces indicateurs. Donc, par exemple, si vous êtes sur Facebook, vous avez les moyens, dans votre compte administrateur, de voir combien de personnes ont vu vos publications. Et du coup, il faudrait que ce chiffre-là soit en croissance pour que vous soyez de plus en plus visible sur le réseau social. Vous allez aussi pouvoir regarder le trafic vers votre site de don. Donc là encore, si vous allez sur votre formulaire de don, vous allez pouvoir regarder combien de personnes viennent de Facebook. Et à l'inverse, quand vous êtes sur Facebook, regardez combien de personnes se dirigent vers votre formulaire de don. Ouais. Ça correspond aussi aux dons attribués aux réseaux sociaux. Hein, c'est-à-dire, d'un côté, on va regarder combien de personnes est allées sur votre formulaire de don. Et ensuite, on va regarder combien de personnes ont vraiment fait des dons et qu'on peut donc attribuer à une publication que vous aurez faite sur vos réseaux sociaux. Donc voilà pour les indicateurs pertinents sur le digital. Avant de terminer et de passer aux questions-réponses, on va faire un petit point sur les cookies et le RGPD. Alors tout ça, c'est des termes en anglais qui sont parfois peut-être un peu complexes, mais en fait, c'est assez essentiel lorsqu'on parle du digital. Alors vous avez peut-être remarqué maintenant, depuis quelques mois, depuis quelques années, à chaque fois qu'on va sur un site internet, il y a une petite fenêtre qui nous demande d'accepter ou non les cookies. Alors qu'est-ce que c'est que les cookies? Pas seulement indiscret. Les cookies, c'est donc en fait des petits outils qui sont placés sur les sites internet pour pouvoir recueillir les données des internautes. C'est des outils qui vont être utilisés par les administrateurs de sites internet pour pouvoir suivre le parcours de l'internaute sur leur site, pour mesurer les performances, etc. Ça peut aussi avoir comme utilité euh,
Ça peut aussi avoir une utilité dans le contenu publicitaire qui est proposé sur certains sites internet pour mieux connaître les visiteurs du site et pouvoir leur afficher, par exemple, des publicités en lien avec leur profil. Donc, il y a beaucoup de cookies qui existent, mais aujourd'hui, lorsque vous arrivez sur n'importe quel site internet, on va vous demander si vous donnez votre accord pour tous les cookies, donc quel que soit le type, seulement pour certains cookies, obligatoires ou autres. Donc, cette plateforme, déjà, je tiens à vous préciser que ce n'est pas déjà le cas. Il est vraiment obligatoire que vous l'ayez sur votre site internet, sur tous les sites internet, que ce soit le site de diocèse ou les sites de paroisse. Donc ça, il ne faut pas vous rapprocher de votre administrateur de site si vous avez un doute là-dessus. Ensuite, ce qu'il est important de savoir au niveau du suivi des performances, on va regarder là, vous aurez les points clés qui vont apparaître pour pas que je sois en décalage. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, cet outil va permettre de stocker le consentement des utilisateurs. Puisqu'en fait, lorsque la personne accepte les cookies, en fait, elle va donner son accord à l'utilisation de ses données personnelles. Elle va donner son accord à ce qu'on suive, par exemple, son parcours sur le site Internet. Ça, c'est vraiment le RGPD, on en a parlé tout à l'heure, qui oblige à avoir ce consentement de l'internaute. Et comme je vous le disais, la personne peut donner son accord sur certains types de cookies et pas sur d'autres. Alors, la problématique en sens inverse de votre côté, ça va être que si vous avez seulement une petite part des internautes qui viennent sur votre site qui acceptent les cookies, toutes les performances que vous allez pouvoir regarder, elles vont concerner que les personnes qui ont accepté les cookies. Là, vous voyez, en mai 2023, et ce chiffre est d'ailleurs, a dû d'ailleurs beaucoup évoluer depuis, parce que ça fait déjà quasiment 2 ans, le taux de refus pour les cookies est passé à 39%. On était à 22% en 2021 de personnes qui refusaient les cookies et aujourd'hui, en tout cas à mi-2023, c'était 39%. Donc on a encore une majorité de Français qui donnent leur accord aux cookies, mais en fait, c'est un chiffre qui s'étiole de plus en plus. De plus en plus de personnes ne veulent pas avoir les cookies. Là, c'est un peu en lien avec tout ce que l'on vous a dit précédemment. Les consommateurs, les utilisateurs d'Internet sont de plus en plus informés de leurs droits, de moins en moins dupes, entre guillemets, de l'utilisation qui sera faite de leurs données personnelles. Donc, lorsqu'ils ont la possibilité de refuser les cookies, eh bien, il y en a de plus en plus qui le font. Donc, je vous l'expliquais, les performances que vous allez recueillir sur votre site internet, de savoir par exemple quelle personne est venue sur telle page, combien de temps elle a passé sur telle page, etc. C'est uniquement les personnes qui ont accepté les cookies. Donc, il faut en tenir compte dans le sens où parfois ça peut vraiment donner un décalage avec ce qu'on pourrait attendre. Parce que finalement, si vous privez de 40% des personnes qui sont venues sur votre site, bien entendu, vous l'imaginez bien, les performances que vous suivez, elles sont pas exactement complètes. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions au moment des questions-réponses sur ce sujet, parce que ça peut être un petit peu technique, et on sera un plaisir de l'expliquer un peu plus. Voilà, si je ne m'abuse, nous avons terminé donc sur le contenu que Marine et moi avions à vous proposer. Et maintenant, on a un temps long pour les questions. Donc, comme je vous le disais précédemment, n'hésitez pas tout d'abord à poser des questions par écrit dans le chat. Et ensuite, si vous voulez, on pourra compléter par des questions quand vous levez la main. Je vais garder la parole parce qu'on avait une question précédemment concernant les fichiers d'adresse mail. Donc, je vous la lis. Actuellement, j'ai un fichier d'adresse email pour mes donateurs et un fichier pour les personnes inscrites à la newsletter. Peut-on envoyer aux donateurs la newsletter de manière mensuelle ou doit-on les convaincre de s'abonner? Alors, là, c'est justement typiquement une question de RGPD.